Je fais cette vidéo sur un thème que j'ai déjà développé dans la vidéo 120. Il s'agit de la vidéo où je traite la question de savoir ce qu'est penser par soi-même. Et depuis un certain temps, j'ai énormément de questions relatives à cette vidéo qui a vraiment de plus en plus de succès, je ne sais pas pourquoi. Et donc au lieu de répondre à toutes les questions, puisque vraiment il y en a un certain nombre, j'ai décidé de répondre par cette deuxième vidéo sur ce sujet. Alors il y a une première question qui est soulevée régulièrement dans les différents commentaires. Il s'agit de savoir dans quelle mesure nous pouvons déterminer que les pensées que nous avons sont des pensées qui nous appartiennent et qu'il ne s'agit pas de pensées qui nous ont été insufflées à notre insu, comme cela se fait avec par exemple les images subliminales. Et cette question revient assez souvent. Il y a eu un certain nombre d'expériences sur le sujet qui montrent l'efficacité de ces images subliminales. Et donc, bien entendu, cela date de 30 ou de 40 ans, donc depuis, la technologie a fait énormément de progrès. Et donc, les moyens d'influencer notre conscience de manière insidieuse et sans que nous nous en rendions compte, ont forcément au moins autant évolué que tout le reste. Et c'est ce qui nous pousse à nous demander si les opinions que nous avons ne nous sont pas insufflées par les médias, si ce que nous votons n'est pas influencé également par ce que nous disent les médias, parce que nous savons désormais tous très bien qu'on nous dit les choses d'une certaine manière qui influence la perception que nous en avons. Donc penser par soi-même devient vraiment quelque chose de très compliqué. Alors si nous revenons maintenant sur les fondamentaux qui consistent à se demander ce qu'est la pensée. Lorsque nous pensons quelque chose, à la base il faut se rappeler que nous pensons à travers des schémas qui nous ont été inculqués par ce que l'on appelle les arrière-plans socio-culturels. Ces arrière-plans qui nous font penser que quelque chose est bien ou que quelque chose ne l'est pas, qui sont nos arrière-plans par lesquels nous pensons. Et à ce stade-là, nous pourrions déjà dire que nous ne pensons déjà pas librement. À partir du moment où notre société, la société dans laquelle nous vivons, nous a inculqué certains systèmes de valeurs et de normes, cela nous empêche d'établir notre propre système de valeurs et de normes. Cela voudrait donc dire que pour penser par soi-même, à la base, il faudrait déconstruire toute cette construction qui a été faite très souvent, d'ailleurs à juste titre, pour construire notre personnalité, en remettant en question ces constructions-là, en accepter librement, si cela est possible, certains aspects, et en rejeter d'autres. Il s'agit du premier travail qui n'est déjà pas simple. On peut déjà s'y atteler à partir du moment où on en a pris conscience. Vient ensuite la deuxième étape, l'étape des jugements. Le jugement que l'on porte sur nous selon ce que nous pensons. Nous avons pris l'habitude depuis que nous sommes tout petits d'être jugés par les parents, par les professeurs, par les éducateurs, par les copains, les copines, les amis, selon ce que nous pensons. Selon ce que nous pensons bien ou nous pensons mal. Et selon si nous pensons bien ou selon si nous pensons mal, nous sommes appréciés des autres, des parents, des amis. Et c'est là que nous avons appris inconsciemment à penser de manière à être appréciés par notre entourage, de manière à être aimé, car l'humain cherche à être aimé. Et en cherchant à être aimé, nous pensons donc ce qu'il faut penser pour être aimé. Je me rappelle une époque où j'étais en Union soviétique, donc c'était en 1980, en pleine époque brejnevienne, et j'étais donc un petit occidental qui arrivé dans ce monde totalement étranger, dans lequel il y avait des normes pour être quelqu'un de bien.
Donc j'étais à la fac avec des étudiantes, des étudiants soviétiques à l'époque qui respectaient scrupuleusement la manière de penser qui était prescrite, ce qui leur permettait d'être des gens bien et donc d'avoir leurs études payées. Parce que les études, bien entendu, étaient payées aux personnes qui le méritaient. Pour cela, il fallait être une personne bien pensante. Mais moi, qui venais d'un autre monde, notre monde occidental, je n'avais pas du tout ces arrière-plans sociaux, culturels, soviétiques, bien entendu, bien au contraire, je dirais même. Et donc, je suis arrivé dans un monde où j'ai observé cette manière de penser qui m'était étrangère, à laquelle il fallait adhérer pour être quelqu'un de bien. Alors, je me suis contenté d'observer, de ne rien dire, de ne pas montrer mes opinions, car bien entendu, ce monde m'a paru, je dois bien l'avouer, totalement aberrant pour nous occidentaux. Il m'a paru malgré tout aberrant de devoir penser d'une certaine manière et de devoir parler d'une certaine manière pour être quelqu'un de bien, parce que malgré tout, je n'étais pas habitué à cela, même si nous avons les mêmes schémas qui sont en place aussi, mais nos schémas étant nos propres schémas, nous avons bien entendu beaucoup moins conscience que lorsque nous observons des schémas qui nous sont étrangers. Cela est évident. D'autant plus que malgré tout, concernant la liberté d'expression, il y a quand même une très grande différence, rappelons-le, entre un pays totalitaire et un pays démocratique, où même s'il n'est pas bien vu de ne pas penser comme il est de bon ton de penser, on ne va quand même pas se retrouver en prison ou au goulag comme c'était le cas quand même en Union soviétique. Il faut quand même le rappeler, parce que bien entendu j'ai connu l'Union soviétique, donc je peux en parler et je comprends bien que des personnes qui n'ont pas connu cela s'imaginent que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, où c'est la même chose qu'en Union soviétique, à l'époque de l'Union soviétique. Mais non, il ne faut pas exagérer les choses. Certes, cela n'est pas bien vu de penser parfois radicalement différemment, mais encore une fois, on ne se retrouve pas en prison parce que l'on ne va pas être d'accord. Et preuve en est d'ailleurs que je vois un certain nombre de journalistes qui parlent du président de la République, Emmanuel Macron, dans des termes parfois très peu élogieux. Je vois ça souvent par exemple sur CNews par exemple. Eh bien apparemment ces journalistes continuent à travailler tout à fait normalement et ils n'ont pas l'air de se plaindre. Donc n'exagérons rien, nous avons quand même la chance de vivre dans un pays démocratique où la liberté d'expression existe, même si bien entendu cela n'est pas quelque chose d'absolu. Revenons maintenant à notre liberté de penser, parce que la liberté d'expression c'est une chose, la liberté de penser en est une autre. La liberté d'expression se réfère à la possibilité que nous avons de nous exprimer par rapport au contexte social et politique dans lequel nous vivons. Il s'agit donc d'un paramètre extérieur. La liberté de penser est quelque chose qui nous est propre. Il n'y a personne, a priori, qui va nous forcer à penser d'une certaine manière et surtout pas de manière autoritaire. Le problème qui se pose est donc un problème personnel. Si on nous fait penser d'une certaine manière à notre insu, ce n'est malgré tout pas de manière autoritaire comme c'est le cas par exemple en Chine, où rappelons-le, lorsque l'on ne pense pas comme il est bon de penser, il y a des camps de rééducation, ils appellent cela ainsi. Rééduquer quelqu'un à penser comme on doit penser. Je trouve ça intéressant, mais nous n'avons pas ça non plus en France. Donc nous, en ce qui nous concerne, il est important de bien poser les choses. Nous sommes dans un pays démocratique où nous avons la possibilité de dire ce que nous voulons. Ici, avec ma vidéo, je suis totalement libre de m'exprimer. Je n'ai détecté qu'une seule défaillance, ça a été lors du Covid, où il est vrai que j'ai eu une vidéo où j'ai parlé de ce que l'on pouvait constater concernant la vaccination, qu'on voulait nous imposer, etc. Ce que je ne trouvais pas tout à fait légitime. Je trouvais tout à fait légitime que l'on ait la possibilité de se vacciner si on en a envie, ou de ne pas se vacciner si l'on n'en a pas envie. Voilà, je disais, j'allais pas beaucoup plus loin dans cette vidéo, c'était la 170 si je me souviens bien, mais en fait j'ai présenté le sujet par des liens à des vidéos
qui étaient ou pour, d'autres qui étaient contre, et j'ai eu la mauvaise surprise de voir YouTube qui a censuré ma vidéo en me disant clairement que je ne pouvais pas faire des vidéos où je ne pensais pas ce qu'il était autorisé de penser. Là, ça m'a paru tout à fait soviétique, mais d'un autre côté, Yahoo, c'est pas non plus complètement français, dirons-nous. Donc, je ne mets pas non plus la faute sur la France, dirons-nous, même s'il y a certainement peut-être une part de culpabilité à cette époque-là, c'est vrai, mais ce n'est pas, je dirais que ce n'est pas un phénomène général. Ça a pu être une exception à cette période-là, ce que je pense réellement, mais malgré tout, pour quelqu'un comme moi qui a vécu dans des pays où la liberté d'expression était beaucoup plus contrainte que chez nous, je fais quand même la distinction entre un phénomène général et un phénomène exceptionnel. Concernant la liberté de penser, il s'agit donc de l'aptitude que nous avons de nous détacher, dans un premier temps, de nos arrière-plans socio-culturels, c'est-à-dire de ce que l'on nous a appris à penser, sans que cela soit forcément renié, ni forcément accepté. Le but n'est pas là. Le but est de prendre conscience de ce que nous avons appris à penser, d'en sous-peser le pour ou le contre, et d'accepter ou de refuser ce que nous avons eu appris. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce que nous pensons, nous le pensons librement et non plus de manière contrainte. Si tant est que nous ayons la possibilité de prendre une distance suffisante de ce que notre éducation nous a inculqué pour penser différemment, si cela devait être le cas. Ce dont je ne suis pas sûr. Le deuxième point qui influe sur notre liberté de penser réside dans le jugement qu'autrui porte sur nous. Et à ce stade-là, je considère que c'est peut-être là que se trouve la plus grande limitation que nous puissions avoir, que nous nous imposons nous-mêmes, ce que l'on appelle l'autocensure, ni plus ni moins. Cela consiste à autocensurer ce que nous dirions, car cela serait mal vu, car cela nous ferait mal voir, car cela nous ferait moins apprécier des personnes dont nous voulons être appréciés. Je prends un exemple tout bête. En tant qu'enseignant, il arrive parfois que l'on se constate des problèmes dans une classe. Alors parfois, il est de bon ton de relever ces problèmes et d'en faire mention. Et parfois, cela n'est pas bon. Cela est mal vu. Et donc, on va s'autocensurer. Penser librement, cela consisterait donc à relever un phénomène que nous trouvons anormal. Le notifier pour soi-même. Ensuite arrive le deuxième stade où cette notification sera possible ou ne le sera pas en mettant en danger notre évolution, notre position. Il s'agit là non plus de la liberté de penser, mais de la liberté d'expression. Il s'agit de bien faire la différence. Lorsque l'on parle de liberté de penser, on est libre avec soi-même de penser ce que l'on veut. Mais lorsque l'on parle de liberté d'expression, cela veut dire que ce que nous pensons, librement espérons-nous, nous ne pouvons pas forcément l'exprimer sous peine de devoir en subir différentes conséquences. Ce n'est pas la même chose. Donc je parle ici de la notion de liberté de penser, car cela concerne notre être propre. Cela ne concerne pas nos relations sociales, comme c'est le cas avec la liberté d'expression. Lorsque l'on arrive donc à prendre conscience des arrière-plans socio-culturels, éducatifs, qui sont les nôtres et qui nous ont fait baigner dans une manière de percevoir le monde dans lequel nous nous trouvons, que nous avons remis en question ces arrière-plans pour ensuite penser par nous-mêmes, il y a encore ce piège du jugement d'autrui qui va nous forcer à penser ce que les autres ont envie que nous pensions pour bien nous considérer. Si je prends l'exemple des parents par rapport aux enfants, les enfants savent parfaitement ce que les parents pensent et ont donc envie que l'on pense.
Et il est très difficile pour un enfant de penser différemment. Prenons l'exemple d'opinion politique, par exemple. Lorsque les parents sont d'un bord et que l'enfant a une sensibilité qui va le pousser vers l'autre bord, bien souvent, l'enfant ne l'exprimera pas. Il refusera même cette idée, car il aura une impression de trahison quelque part en pensant quelque chose qu'il n'est pas bien de penser dans le contexte familial dans lequel il se trouve. C'est pour cela d'ailleurs que la plupart du temps, les enfants votent dans leurs premières années de la même manière que les parents. J'en arrive donc à ma conclusion, qui consiste à dire que le frein majeur à la pensée libre, ce sont les autres. Les autres en termes de société dans laquelle nous vivons, les autres en termes d'éducation où nous a inculqué un certain nombre de préceptes, les autres enfin en termes de jugement de ce que nous sommes, de ce que nous faisons et donc de ce que nous pensons lorsque nous nous exprimons. Je dirais donc que dans un premier temps, lorsque l'on sait que l'on est dans un contexte dans lequel une certaine pensée, sans être obligatoire, parce que la pensée est rarement obligatoire, mais est de bon ton pour être bien vue, et que l'on ne veut pas ou que l'on ne peut pas se permettre d'aller à contre-courant, eh bien la meilleure des choses consiste à ne rien dire, tout simplement, mais à préserver sa pensée. Et c'est ce que j'ai eu dit à une époque à des étudiants que j'avais en lettres, à qui je conseillais, et je l'ai fait depuis de très nombreuses années, d'écrire ce que l'on appelle bêtement un journal intime, car le journal intime permet d'exprimer ses pensées personnelles, c'est-à-dire intimes. Elles permettent normalement de se détacher totalement du jugement d'autrui. Et je conseille même à l'époque actuelle d'écrire cela de manière informatique, cryptée. Car bien entendu, il y avait eu l'époque du petit journal intime avec le petit verrou que les parents ouvraient sans difficulté. Et on s'en doutait tous un petit peu, donc on n'osait pas dire dans le journal intime ce que l'on voulait vraiment dire. Et donc on censurait soi-même nos pensées. Maintenant, avec la possibilité du cryptage, on a la possibilité de s'exprimer de manière totalement libre. Et la liberté étant non pas quelque chose que l'on possède, mais quelque chose que l'on cultive, le fait d'écrire de manière régulière en étant totalement libre permet de cultiver cette liberté de pensée. Et c'est ce conseil-là que je donnerais en étant quelqu'un qui a écrit toute sa vie depuis son plus jeune âge. Donc je connais bien ce phénomène de l'écriture, cette fonction libératrice de l'écriture, comme l'ont eu dit un certain nombre d'auteurs. Et je dirais qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Donc dans un premier temps, écrire un journal dans lequel on travaille cette liberté de penser. Cela est un exercice, car je pense qu'il faut fonctionner de manière progressive. Et il faut donc faire des exercices, il faut s'entraîner à penser librement. Ce qui ne veut pas dire s'exprimer librement. Encore une fois, cela est autre chose. Dans un premier temps, il faut s'entraîner à penser librement. C'est donc le titre de la présente vidéo que j'effectue pour la deuxième fois. Et ensuite arrive le thème, la liberté d'expression, avec bien entendu comme problème majeur le problème de l'autocensure. Avant de parler de la censure réelle qui peut exister dans certains pays. Voici donc cette deuxième vidéo sur le thème de la liberté de penser. Ce n'est pas facile, j'espère que j'ai apporté des petites précisions et des réponses aux personnes qui m'avaient posé des questions dans la première vidéo. I don't know why. Do you remember that night we met? Thought you looked so fine. Guess we have to agree to